Merci Virgile pour cette introduction. Ma première question, donc pour aborder le premier thème de cette conférence sur le dossier syrien, ma première question s'adressera à celui ou celle qui voudra bien y répondre. Vous allez vite comprendre. En quelques phrases, pouvez-vous nous résumer rapidement la situation en Syrie et nous faire un bref historique pour celles et ceux qui n'en sont pas des spécialistes, afin qu'on comprenne un peu mieux la situation. Qui se lance? Une gageure, je me lance, mais évidemment l'idée c'est que mes deux amis prendront le relais. En fait, si j'ai envie de prendre la parole tout de suite pour parler de ce conflit syrien, c'est pour rappeler une chose qu'on a tendance à oublier lorsque l'on parle de la Syrie, c'est de rappeler comment ce conflit est né et de rappeler quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est que cette guerre ou cette révolution au départ était un mouvement pacifique. Et je crois qu'il est absolument indispensable de revenir à l'origine de ce conflit et de se rappeler que ce mouvement populaire, ce mouvement de contestation, a été pendant de nombreux mois au départ un mouvement pacifique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a complètement oublié cet aspect-là, puisqu'aujourd'hui ça apparaît comme une guerre avec une situation d'une violence extrême. Et on a tendance à dire aujourd'hui, de toute façon, c'est un mouvement qui a été dès le départ manipulé par l'extérieur, armé par l'extérieur. Et tout ça est faux, et je crois qu'il faut absolument revenir à l'origine et de rappeler donc que ce mouvement de contestation populaire a fini par se militariser et est rentré dans une phase de violence à la suite de la réaction du régime de Bachar el-Assad, qui n'a pas supporté qu'un mouvement populaire puisse émerger et mettre en question son régime. Et donc je crois que c'est vraiment très important de revenir à cette origine et de le rappeler, parce que 7 ans après, évidemment, on a complètement oublié cela. Et du coup, comme on l'a oublié, on a tendance à accorder une oreille attentive à la rhétorique du régime, quand aujourd'hui il parle de l'origine de ce conflit et la façon qu'a le régime aujourd'hui de réécrire l'histoire. D'où l'importance, là encore j'insiste, de revenir à cette origine. Voilà pourquoi j'ai eu envie tout de suite de prendre la parole. Donc mouvement de contestation qui est un mouvement au départ pacifique. Les premiers mois de cette contestation, c'est donc un mouvement où les Syriens descendent dans la rue tous les vendredis après la prière pour manifester et souhaiter dans un premier temps quelques réformes. Il n'était pas question du tout au début de ce soulèvement d'un changement de régime, de la volonté de faire tomber Bachar el-Assad. On n'était pas du tout dans cette dynamique, parce que d'abord les Syriens savaient que ce régime était un régime extrêmement dur. Ils le subissaient depuis suffisamment d'années pour savoir ce qu'il en était, qu'il y avait des souvenirs très durs de la répression menée du temps du père de Bachar el-Assad, du temps de Hafez. Et je pense en particulier à l'événement de Hama de 1982, février 82, Hama étant une des villes importantes du pays, la 3e ville de Syrie, et un soulèvement avait commencé de Hama en février 82, et déjà à l'époque, le frère de Hafez al-Assad, qui s'appelait Rifat al-Assad, qui est toujours vivant, avait mené la répression contre ce soulèvement, qui était un soulèvement qui avait été mené par les frères musulmans qui souhaitaient faire tomber ce régime. Et à l'époque, les forces du régime, donc menées par le frère Rifat, a bombardé cette ville de Hama et la détruisant pratiquement complètement. Et ça, je peux en attester, parce que moi, j'ai traversé cette ville de Hama un mois après le soulèvement, en mars de 82, enfin début avril 82, et c'était une ville qui était pratiquement, le centre-ville était pratiquement rasé. Et à l'époque, anecdote, mais qui va vous donner une idée de ce qu'est ce régime, les taxis collectifs, parce que moi j'étais à Damas et je voulais aller à Alep, donc la ville de Hama étant à mi-chemin entre Damas et Alep, et j'avais pris un taxi collectif pour me rendre à Alep, et les taxis collectifs avaient obligation de traverser la ville pour bien montrer à la population syrienne ce qu'il se passait si elle avait des velléités de soulèvement, c'est-à-dire que rien ne serait épargné et que la violence serait telle que c'était une façon de montrer l'exemple et de dire aux Syriens: si vous voulez vous soulever, voilà le résultat, on bombarde et on rase la ville. Petite parenthèse, mais parce que quand on voit le soulèvement en 2011, et lorsqu'on voit comment le régime a réagi et a tout de suite utilisé la force, en utilisant cette force contre les manifestants qui tous les vendredis descendaient dans la rue, réelle, et donc pendant plusieurs mois les manifestants ont refusé de rentrer dans cette logique
armé, de militarisation, sachant très bien que s'il commençait à utiliser la force, il serait perdant parce que le régime avait évidemment beaucoup plus de moyens que cette opposition. Sauf qu'au bout de quelques mois, il y a eu un vrai débat et qui a été un débat très dur au sein de l'opposition pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à se faire, passez-moi l'expression, tirer comme des lapins tous les vendredis, ou est-ce qu'on utilise, on demande des armes pour se défendre face à la violence de ce régime? Et au bout de quelques mois, la décision a été prise, effectivement, que parmi les manifestants, parmi certains d'entre eux, de s'armer, n'acceptant plus de se faire tuer tous les vendredis lors des manifestations. Et donc là, le conflit syrien est rentré dans une nouvelle phase, qui était une phase effectivement de militarisation, et avec un rapport de force qui était évidemment beaucoup plus favorable au régime qu'il ne l'était aux manifestants qui étaient en phase 2, qui n'étaient pas organisés. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, mais cette opposition a été catastrophique, elle n'a pas réussi à s'organiser. Mais il faut s'imaginer ce que c'est que pour des Syriens qui ont vécu dans un système autoritaire pendant des dizaines et des dizaines d'années, comment ces manifestants qui étaient des citoyens simplement à l'origine, aurait-il pu s'organiser pour faire une opposition comme on l'imaginait ici, comme on l'a souhaité ici en Occident, avec des représentants de toutes les tendances, de toutes les minorités, de toutes les composantes de la société, comme si en quelques semaines, une opposition pouvait émerger comme ça. Donc, cette façon qu'on a eu, nous aussi, en Occident, de percevoir ce mouvement en disant tout de suite il faut une opposition constituée face au régime Bachar el-Assad, oui, bien sûr qu'il en fallait une, mais comment était-il possible d'envisager une opposition que celle-ci se constitue comme ça, en quelques semaines, en se mettant d'accord sur l'idée, le projet d'une Syrie de demain. Donc je rappelle ces quelques éléments parce que ça fait partie justement de ces idées qu'on entend toujours dès qu'on parle du conflit syrien. C'est la faute de l'opposition qui n'a pas réussi à s'organiser, mais comment aurait-elle pu le faire en raison de la nature autoritaire du système et en raison de la nature extrêmement radicale de ce régime qui sait très bien que s'il commence à lâcher le moindre élément, il sait que c'est le début de la fin de ce régime. Et donc, à partir de là, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas envisager de lâcher la moindre chose, sachant que c'est le début de la fin. Et donc, c'est un régime qui n'a pas hésité à utiliser toute la force dont il est capable et qui a bénéficié à son grand avantage d'alliés indéfectibles, l'Iran et la Russie, lorsque celle-ci est rentrée dans le jeu de cette guerre, à la différence de l'opposition, qui a été aidée, mais par différents acteurs régionaux et internationaux, sans qu'il y ait une vraie stratégie mise en place, aussi par les parrains de cette opposition, parce que chacun recherchait des objectifs qui lui étaient propres, et donc chacun est allé armer le groupe qui lui ressemblait, ou le groupe qui pouvait partager ses idées, au détriment d'une unité qui aurait peut-être pu permettre effectivement de tenir tête à ce régime, alors que le régime, lui, avait dès le départ un appui sans faille des Iraniens, et ensuite des Russes, et qui n'ont jamais cessé dans la volonté de soutenir ce régime, parce qu'ils voulaient le maintenir en place, alors qu'en face, il y a une dispersion des moyens, une dispersion de l'aide, de l'énergie, et qui a conduit à l'éclatement radical auquel nous assistons. Alors, on va faire une conférence sur la Syrie ce soir, et je ne suis pas la seule à parler, mais c'est vrai qu'il y a un autre élément qui a été essentiel, ça a été l'émergence de l'organisation État islamique, qui évidemment a aussi été un élément qui a fait que ça a complètement perturbé la perception du conflit syrien. À partir du moment où Daesh est arrivé sur le terrain, si je puis dire, c'est vrai que tout s'est résumé à une question de terrorisme et empêchant complètement l'analyse de cette situation et de ce conflit pour ce qu'il est, mais qui a été complètement pollué par la question du terrorisme et la réaction que les pays occidentaux pouvaient avoir par rapport à ce terrorisme. Et donc là, ça a été un élément aussi qui est un élément, je crois, dramatique dans la perception qu'on a eue de ce conflit et dans le déroulé de ce conflit, puisqu'on ne l'a plus du tout vu à travers la revendication des Syriens du départ, qui était simplement quelques réformes et une volonté de respirer simplement. Pour moi qui ai vécu 2 ans en Syrie, je peux vous dire ce que ça veut dire de respirer ou de ne pas respirer en Syrie, ce qui était vraiment l'aspiration du peuple syrien. Mais cette aspiration a disparu parce que la perception qu'on en a eue à travers le terrorisme et à travers Daesh, ça a été de toute façon, il faut lutter contre Daesh. C'est un moindre mal, Bachar el-Assad est un moindre mal
que Daesh. Et ça, à l'occasion, on pourra y revenir parce que je pense que c'est une erreur dramatique d'envisager la question sous cet angle-là. Il ne s'agit pas de dire si l'un est moins pire ou pire que l'autre. L'un alimente l'autre. Et donc, de toute façon, si on veut sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve dans ce conflit syrien, il faut absolument régler la question de Bachar el-Assad, de ce régime qui a tué des centaines de milliers de Syriens, comme il faut évidemment lutter contre Daesh, qui est un fléau pour l'ensemble de la communauté internationale et pour les Syriens et les Irakiens en premier lieu. Bon, je vais effectivement enchaîner, parce que comme l'a montré Agnès Valois, en Syrie, rien n'est simple. Rien n'est simple, c'est un pays compliqué, c'est un pays multiethnique, multiconfessionnel, avec un régime, donc le régime de Bachar el-Assad, qui est un régime minoritaire, puisqu'il s'appuie sur la communauté alawite qui représente à peu près 10% de la population. Ceci étant, effectivement, ce conflit, cette guerre, ces guerres se sont complexifiées pour différentes raisons. Au départ, effectivement, il s'agissait d'une opposition pacifique qui petit à petit s'est armée face au régime. Puis est arrivé non seulement Daesh, l'État islamique, qui est né en Irak, mais qui s'est étendu très rapidement en Syrie. Mais outre l'État islamique, il y a une émanation d'Al-Qaïda, le Front al-Nusra, qui a pris de l'importance et qui a été d'ailleurs quelque peu instrumentalisé par Bachar el-Assad, qui a délivré quelques islamistes qui se trouvaient dans ces prisons. Et les choses se sont effectivement encore plus compliquées parce que il s'agissait non plus d'une guerre ou deux guerres entre l'opposition et Bachar, mais aussi une guerre entre l'opposition, je dirais, pacifique, démocratique, et les djihadistes, une guerre également entre les djihadistes entre eux, entre l'État islamique et le Front al-Nusra. s'est ajouté un élément supplémentaire avec la volonté des Kurdes syriens d'affirmer une certaine autonomie et de prendre ses distances avec le régime. Ces Kurdes se sont eux-mêmes alliés avec certaines forces arabes, avec des groupes qui étaient effectivement démocratiques entre guillemets, d'autres groupes qui l'étaient un petit peu moins. S'est ajouté à cela l'arrivée de la Turquie sur le champ de bataille, car la Turquie, à la fois, je dirais, était très hostile, voulait déstabiliser Bachar el-Assad, mais voulait éviter à tout prix que se forme sur son flanc sud une sorte d'État kurde qui affirme son autonomie. Et donc l'armée turque a franchi la frontière et est venue, elle aussi, sur ce champ de bataille. S'est ajouté enfin d'une part la Russie qui, lorsqu'elle a vu que le régime risquait de tomber, est arrivée en force, mais est intervenue essentiellement par force aérienne, mais également l'Iran, qui est intervenu à la fois par des milices chiites locales, financées, encadrées par l'Iran, mais également des milices chiites venant du Liban, le Hezbollah libanais, venant également d'Irak. Donc, si vous voulez, cette guerre, progressivement, s'est complexifiée et, je dirais, et progressivement, en raison de la détermination de l'Iran et de la Russie face à l'indétermination et à la mollesse des pays occidentaux, finalement, c'est l'Iran et la Russie qui sont les grands vainqueurs, peut-être plus que Bachar el-Assad, dont le régime est tout de même affaibli et qui, à mon avis, à terme disparaîtra. Je pense qu'effectivement, dans un premier lieu, il faudrait prendre en considération que Bachar el-Assad a voulu détruire sa société pour assurer sa survie. Et donc, du coup, on voit là comment le Léviathan est devenu le Behemoth. Comme vous savez, effectivement, Behemoth est aussi l'autre monstre de Thomas Hobbes.
mais alors que la fonction de Léviathan est de surplomber la société pour lui assurer sa survie, le Behemoth est chargé de détruire la société. Donc je crois qu'effectivement là, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est lutte hégémonique à l'échelle régionale. Moi, à mon tour, j'essaierai de prendre une distance dans le temps, dans l'histoire, et éventuellement partir de deux espaces et de deux points qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient, la guerre de Péloponnèse, parce que récemment j'ai énormément lu sur cette guerre-là, et la guerre des 30 ans. Tout historien dirait que la guerre de Péloponnèse n'a pas existé, qu'il s'agissait en réalité d'une série extrêmement nombreuse de conflits dans l'espace civilisationnel grec. Et tout le monde dirait, tout historien dirait aussi que la guerre civile, la guerre des 30 ans n'a pas existé, mais à un moment donné, la multiplicité des conflits dans l'espace, notamment germanique, était telle que les contemporains n'avaient pas d'autre possibilité que de les interpréter comme une seule guerre. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en face d'une guerre de 40 ans au Moyen-Orient? Est-ce que les historiens de demain ne parleront pas d'une guerre de 40 ans? Je dis une guerre de 40 ans, à vrai dire, il faut commencer par 1979. Je rappelle très brièvement les événements de 1979. C'est d'une part l'occupation de Kaaba par un groupe islamiste djihadiste en Arabie Saoudite, c'est la révolution iranienne, c'est la reconnaissance d'Israël par l'Égypte et c'est l'occupation de l'Afghanistan. Ces événements-là n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais lorsque vous les interprétez, vous avez l'impression que la gauche s'est effondrée, le mur de Berlin s'est effondré déjà en 1789, la gauche nationale arabe a trahi, la gauche internationale arabe a trahi également, l'islamisme monte comme puissance. Au-delà de cela, je pense qu'il faudrait savoir qu'après 1979, le Moyen-Orient est devenu, s'est élargi d'une part, du Maroc jusqu'à l'Afghanistan, jusqu'au Pakistan. Vous ne pouvez absolument pas comprendre le 11 septembre, voire l'État islamique, si vous ne prenez pas en considération la guerre d'Afghanistan. Mais le Moyen-Orient aussi s'est décentré. Téhéran et Peshawar, au Pakistan, sont devenus les capitales du monde arabe. Le monde arabe s'est asséché en quelque sorte dès cette période. Et la confiscation du pouvoir par une clique issue de la communauté alawite, cette brutalité, ça s'inscrit directement dans la continuité des années 1979. Autre événement à prendre en considération, à partir de 1979, on assiste à une transhumance militaire à une très grande échelle. Des dizaines et des dizaines de milliers d'Arabes vont se battre en Afghanistan, mais par la suite, on va voir que ces Arabes vont revenir aussi. Donc on va avoir un phénomène d'intégration, une fois de plus, du Maroc jusqu'à l'Afghanistan. Les frontières que Anthony Giddens définissait comme des digues de violence, qui arrêtent les violences des États, et c'est la logique de Westphalie, de traité de Westphalie. Les frontières deviennent des lieux de production d'une violence extrême, et enfin, les distinctions entre les États, les acteurs étatiques et non étatiques, commencent à s'affaiblir considérablement. Et j'ai l'impression que depuis 1979, on est désormais à la fois en face d'une guerre civile arabe qui se manifeste dans chacun des espaces, alors que chaque conflit est local. Le conflit syrien a ses dynamiques internes, le conflit irakien a ses dynamiques internes, le conflit kurde a ses dynamiques internes, l'effondrement du socialisme algérien en 1988 a ses dynamiques internes, le conflit afghan a ses dynamiques internes, mais il n'en reste pas moins qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a une guerre civile arabe, il y a une guerre civile confessionnelle, comme on a pu avoir en Europe, et c'est arrivé, disons, à la fois d'un côté les islamistes sunnites, en Syrie et en Irak, de l'autre côté les milices chiites, en Irak et en Syrie aussi le montrent, et on est en face d'une guerre civile, cette fois-ci à l'échelle planétaire, une guerre d'hégémonie avec des rapports assez asymétriques, l'Occident absent, la Russie présente, à d'autres moments l'Occident absent. Donc je pense qu'il faudrait vraiment prendre ces considérations, ces éléments en considération, et se rappeler, mais on y reviendra tout à l'heure peut-être à propos de la question le conflit syrien, à cette dynamique propre, bien entendu, je suis absolument d'accord, c'était une révolution démocratique, comme on a pu voir en Tunisie même. C'était une révolution au départ interethnique et interconfessionnelle. On oublie que les Alaouites ont participé à la révolution. Mais de l'autre côté, quand on regarde la chronologie des pays, on a l'impression que le conflit a changé de nature, mais systématiquement tous les 10-12 mois. Voilà, tout simplement par cet effet de complexification. Merci beaucoup, mais juste, vous évoquez donc cette guerre qui dure donc depuis 40 ans, mais est-ce qu'en réalité, on ne pourrait pas dire qu'il s'agit d'une guerre de 100 ans plutôt qu'une guerre de 40 ans? Pourquoi 100 ans? Parce que je fais remonter cette guerre aux accords Sykes-Picot de 1916,
On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et d'ailleurs, à ce sujet, Pierre-Jean Bizarre, dans Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, nous dit que l'État islamique a pu voir le jour grâce à la fragilité de ses frontières qui remontent donc aux accords Sykes-Picot. Donc du coup, est-ce qu'on ne pouvait pas parler d'une guerre de 100 ans qui vient fragiliser, qui a du mal, qui a de plus en plus de facilité à se poursuivre avec le temps, plutôt que d'une guerre de 40 ans? Je pense qu'effectivement, on peut écrire une histoire longue de cette région. Mais quelle histoire? On peut remonter par exemple en 1714-1715, les premières guerres entre l'Empire ottoman et la Perse. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, un demi-siècle après, on a le retour de cette dynamique assez lourde, et le conflit confessionnel se détermine aussi par cela. Ou alors le 19e siècle, effectivement, le partage, le début du colonialisme anglo-français dans la région. Cela étant dit, je crois que ce qui s'est passé avec Sykes-Picot, et d'ailleurs c'est pas tout à fait Sykes-Picot qui a permis la division du Moyen-Orient, mais les traités ultérieurs, ce qui se passe avec Sykes-Picot ne détermine pas nécessairement ce qui se passe à partir de 1979. Dans les années 1950 ou 60, on n'était pas du tout en face des mêmes dynamiques. La gauche était puissante. Si le Moyen-Orient faisait peur, c'était parce que beaucoup de responsables occidentaux en Amérique, mais aussi à Paris et ailleurs, pensaient qu'il peut y avoir un effet de domino et que le Moyen-Orient tomberait dans le camp de l'Union soviétique. Dans les années 60-70, vous avez effectivement un islamisme, mais qui est encore ultra minoritaire. Certes, la question confessionnelle est là, mais les politiques irakiennes ne sont pas déterminées par cette dynamique confessionnelle. Vous avez les puissances chiites et sunnites qui sont alliées contre la gauche. L'Iran et l'Égypte sont alliés. L'Iran et l'Arabie saoudite sont alliés contre la gauche. Au Yémen, ce sont deux puissances sunnites qui se battent. Donc on a l'impression qu'effectivement, il s'agissait d'un autre monde avec d'autres potentialités. Ces potentialités n'ont pas débouché, tout simplement parce que la gauche ne pouvait pas constituer une alternative. Ces potentialités n'ont pas débouché parce qu'il y a eu la confiscation du pouvoir. Et surtout, j'ai l'impression que ces dynamiques, ces potentialités n'ont pas débouché parce qu'à partir de 1979, les frontières des États étaient extrêmement fragilisées. Donc la fragilité des États ne s'est pas fait voir, disons, dans les années 50 ou 60, où les perspectives d'un État, disons, providence, plus ou moins ancré à gauche étant encore là, mais après l'effondrement de ce modèle socialiste arabe. Oui, le poids de l'histoire était certainement un élément qui a joué dans le chaos actuel. Vous auriez pu ajouter également la déclaration Balfour qui, en germe, contenait la création de l'État d'Israël, qui est effectivement aussi un élément de déstabilisation de la région. Mais je pense qu'il faut aussi bien voir qu'il y a eu des facteurs internes très très importants qui ont joué, à commencer par l'échec du nationalisme arabe, l'échec d'un certain nombre de régimes, à commencer par un qui était très prestigieux, qui était le régime du président Nasser en Égypte, échec politique, échec économique, échec social, qui a conduit effectivement à un rejet de la part de la population de ces autocrates prédateurs qui souvent, je dirais, créaient des dynasties familiales. Et effectivement, des monarchies qui ont une plus grande légitimité que les républiques ont mieux tenu le choc et ont sans doute mieux joué le jeu de la répartition de la rente et le jeu des allégeances avec les tribus dont ils étaient un petit peu l'émanation. Donc ces éléments internes ont joué beaucoup. Puis il y a un autre élément qui a joué, c'est l'apparition, le développement de l'islam radical. Alors il est sûr que les pays occidentaux ne sont pas vierges sur cette affaire. Il est sûr que pendant la guerre d'Afghanistan, pour contrer l'expansion soviétique, les Américains ont manipulé des groupes. Déjà Al-Qaïda existait. Et ce qu'on a appelé les Afghanis, c'est-à-dire ces moudjahidines qui venaient de nombreux pays arabes,
après la fin de la guerre d'Afghanistan, sont rentrés chez eux et ont contribué à déstabiliser un certain nombre de pays, à commencer par l'Algérie, dans les années 90. L'Occident est également assez largement responsable du développement de Daesh. Une intervention américaine en 2003 en Irak, et surtout la décision du proconsul de l'époque, Paul Bremer, de dissoudre l'armée irakienne, a fait que les cadres de cette armée et une bonne partie de la troupe qui était essentiellement sunnite se sont retrouvés parmi les insurgents, et de ces insurgents est né progressivement Al-Qaïda dans la ville de fleuve, puis Daesh. Donc tout ceci est assez compliqué, mais on peut trouver d'autres responsables. Il est sûr que l'islam wahhabite promu à travers le monde entier par l'Arabie saoudite crée un terreau favorable et peut susciter des vocations et a contribué certainement le développement de cet islam radical qui maintenant réunit sans doute plusieurs dizaines de milliers de combattants à travers non seulement le monde arabe, mais le monde musulman. Peut-être juste ajouter un mot. J'ai le sentiment aussi qu'avec ce qui se déroule aujourd'hui, avec cette discussion qu'on a beaucoup vue dans la presse sur la contestation des frontières, de ces fameux accords issus du démembrement de l'Empire ottoman, on est aujourd'hui dans une nouvelle phase finalement historique, qui est la phase qui clôt, si je puis dire, la période des indépendances et de ces régimes qui ont été issus de ces indépendances, puisqu'on est face à des pays qui sont quand même très récents pour beaucoup d'entre eux, et que là on est dans une nouvelle phase, et que ces révolutions, d'une certaine manière, closent cette période post-indépendance, et avec une remise en question aujourd'hui aussi du contrat social tel qu'il avait été élaboré par ces régimes au moment de ces indépendances. On voit bien que dans les revendications, les premières revendications en Tunisie, et après les revendications qu'on a pu entendre en Égypte, au Yémen, en Syrie au départ, c'était aussi une remise en question justement de ce contrat social, et quel peut être aujourd'hui le nouveau contrat social qui peut émerger avec les nouveaux systèmes, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. En Syrie, c'est plus compliqué aujourd'hui parce que dans une situation de guerre comme au Yémen. Mais on voit aussi les pays du Golfe aujourd'hui qui sont confrontés à une remise en question de ce contrat social, puisqu'avec la baisse du prix du pétrole, avec les réformes qui sont mises en œuvre, on voit bien que le contrat qui avait été passé par les régimes, par ces monarchies avec la population, c'est un contrat qui ne marche plus, puisque l'idée jusque-là c'était de dire la famille royale, nous on s'occupe du développement, on s'occupe de politique et on vous donne des conditions de vie tout à fait intéressantes et agréables. Aujourd'hui, comme la redistribution est moins possible parce que la rente pétrolière n'est plus là, ne peut plus être redistribuée, on va avoir de plus en plus des citoyens et non plus simplement des sujets, et qui vont demander du coup à avoir accès aux politiques, puisqu'on ne peut pas leur offrir les mêmes conditions de vie qu'auparavant. Donc on voit bien qu'avec ces mouvements de contestation qui émergent sur cette scène depuis maintenant 8 ans, c'est aussi toute cette question, et question qui a été posée dans l'élaboration des constitutions qui ont été négociées au lendemain des révolutions. Je pense en particulier à la constitution tunisienne, égyptienne, la première, mais pas la deuxième, après le retour de Sisi, après le départ de Morsi. On voit bien qu'il y a vraiment la constitution marocaine qui a été également élaborée. On voit bien qu'on est vraiment face à cette redéfinition de ce contrat social, avec tout ce que ça implique, et le chantier est encore complètement devant nous. On revient peut-être un peu sur la question syrienne plus précisément. Tout à l'heure, vous avez un peu effleuré la question Alice Le Balois en disant que la rébellion syrienne n'était pas prête à prendre le pouvoir en quelque sorte et à faire face à la répression de Bachar al-Assad. Est-ce simplement une question de maturation politique et d'empowerment, on pourrait dire, de prise de pouvoir par cette opposition, ou est-ce simplement le reflet d'une trop grande hétérogénéité et d'une incompatibilité en quelque sorte structurelle qui ferait qu'on ne pourrait pas advenir un avenir politique serein et sain pour le pays? Alors, je ne sais pas, Agnès Le Balois ou Hamid Boubacar. Je pense que les deux facteurs doivent être pris en compte. Donc, d'un côté, il est tout à fait vrai que la Syrie se distinguait des autres pays, notamment de l'Égypte et de la Tunisie, centralisée depuis le début
19e siècle, ayant une sorte d'idée de faire société, la capacité de faire société. Les tribus et les confessions intra-musulmanes jouent un rôle extrêmement mineur dans ce pays, alors que dans le cas de la Libye, du Yémen et de la Syrie, vous n'êtes pas du tout en face de cela. En deuxième lieu, il est évident que la capitale ne joue pas beaucoup de rôle, ou plutôt la capitale est considérée, a toujours été considérée, notamment par Bachar al-Assad et son père, comme un putain de guerre plutôt que comme un lieu fédérateur. La Syrie, mais le Yémen et la Libye sont aussi dans cette situation, sont des pays qui sont des républiques finalement de province, avec de très fortes identités. Enfin, il est aussi vrai que la nature de l'État est très différente dans ces trois pays, notamment en Syrie, mais en Libye, on a la même situation finalement, voire au Yémen, c'est que l'État était doublé d'un État parallèle, d'un para-État. Vous aviez effectivement l'armée s'est dissoute très rapidement, mais l'armée privée ou l'armée para-étatique de Maher al-Assad, le frère de Bachar, ne s'est pas dissoute. L'économie syrienne s'est effondrée, totalement effondrée en novembre 2011, mais l'économie para-étatique ne s'est pas effondrée. Je pense que ce facteur-là est extrêmement important. Et enfin, la capacité de fragmenter la société, une fois de plus, de détruire la société. Quand vous voyez la stratégie de Bachar al-Assad, c'était extrêmement clair. Bachar al-Assad a contraint la communauté alawite à lui renouveler son allégeance, à contraindre les Kurdes, dans un premier temps, et les chrétiens à rester neutres, et à systématiquement détruire l'espace sunnite. Donc, alors que dans le cas de la Tunisie ou de l'Égypte, le président n'avait que finalement un lumpen prolétariat à mobiliser. Là, il y avait quand même des forces à mobiliser. Tous ces facteurs-là sont là, doivent être pris en considération, et on voit comment Bachar al-Assad, mais très délibérément, comme Kadhafi d'ailleurs, a fragmenté son pays, l'espace et le temps, pour pouvoir préserver d'abord Damas, immuniser la capitale, et puis par la suite conquérir le pouvoir. Et le résultat a été la naissance de ces républiques de province, ces républiques de Nini, en 2013, juste avant la montée en puissance de Daesh, de l'État islamique, il y avait quand même 1200 milices en Syrie. 1200 milices, ça signifie tout simplement la fragmentation du temps et de l'espace en 1200 morceaux. L'État ou la société est toujours la coordination du temps et de l'espace. Donc le Léviathan coordonne le temps et l'espace. Et permet de la mobilité dans l'espace et assure la capacité de se projeter dans l'avenir. En Syrie, non, effectivement, le temps et l'espace ont été détruits. Cela étant dit, tout ceci ne doit pas nous cacher le fait qu'on a été très lâche, beaucoup trop lâche, qu'on a demandé à l'opposition syrienne d'agir à la fois comme un acteur politique responsable, une armée, en gros de faire finalement la Convention de Philadelphie qui a débouché à la construction des États-Unis. Et après, une fois qu'ils ne sont pas parvenus, effectivement, on a pu les accuser très facilement. Et je serais vraiment très intéressé par les publications aujourd'hui des documents de cette opposition de 2011. Cette opposition nous disait exactement ce qui allait se passer. En disant que si rien n'est fait, l'opposition se militarisera. Dans un deuxième temps, cette militarisation débouchera sur la confessionnalisation. Dans un troisième temps, il y aura la djihadisation. Et dans le quatrième temps, vous aurez des millions de réfugiés que la Turquie ne contiendra pas. Donc on avait les deux. Il y a eu cet aveuglement absolu, et cet aveuglement, je crois qu'il nous coûte très cher. Et aujourd'hui, tirer au bazooka sur cette opposition ne me paraît pas très très élégant. Et peut-être juste un dernier point pour montrer combien on a pu être aveugle, et la lâcheté et l'aveuglement vont souvent de pair. C'est un exemple que je cite souvent, mais on connaît tous, la chute de la ville de Fallujah le 4 janvier 2014. Une ville de 350 000 personnes tombe dans les mains d'une branche dissidente d'Al-Qaïda, et cela est passé comme une lettre à la poste. Un fait divers. Et on a attendu la chute de Mossoul, 10 juin 2014, pour prendre la gravité la mesure de la gravité de la chose. Juste un mot là-dessus sur cette opposition. Je pense qu'il y a vraiment ça me paraît absurde de dire que cette opposition est composée de différentes tendances et de dire que c'est ça qui a empêché finalement cette opposition de pouvoir représenter une alternative au régime, alors que cette opposition incarnait aussi la diversité de la société syrienne. La société syrienne est une société extrêmement diverse de par des appartenances communautaires, confessionnelles. Et là encore, à titre d'exemple, quand moi j'habitais en Syrie, alors c'était il y a très longtemps, vous n'étiez pas né dans les années 80, entre 82 et 84,
c'est vrai qu'on ne posait la question à personne de savoir s'il était sunnite, chrétien, alaouite, druze, kurde ou autre. Alors on savait, en fonction de certains prénoms, on devinait, on savait quelle était a priori l'appartenance, mais il y avait beaucoup de prénoms qui étaient des prénoms qui traversaient complètement les appartenances confessionnelles et communautaires, et donc il ne venait à personne l'idée de poser la question à son interlocuteur de savoir ce qu'il était. Et donc cette société syrienne, alors je ne veux pas l'idéaliser avec le recul, bien sûr, on ne va pas non plus tomber dans ce travers, mais c'était une société qui était effectivement composite, mais les uns et les autres cohabitaient sans que ce soit une obsession. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans le discours que l'on a, et en particulier en Occident, ce qui pour moi est un paradoxe, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à renvoyer chacun des citoyens de cette région à son appartenance communautaire et confessionnelle, et que nous, les Occidentaux, qui n'avons de cesse que de prôner une identité, une citoyenneté, on fait exactement l'inverse vis-à-vis de cette région, où quand on parle des Irakiens ou des Syriens, on a tendance à dire le sunnite, l'alaouite, le chiite, et en gommant finalement l'appartenance à la citoyenneté. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant. Quand on voit les discours même de notre président de la République, qui parle du modèle libanais comme un modèle, alors que c'est un modèle qui repose sur un partage communautaire confessionnel, est-ce que c'est ça l'exemple, ou est-ce que l'exemple que l'on pourrait souhaiter pour l'ensemble de la région, c'est la citoyenneté, et donc justement sortir de ce fait qu'on exige de l'opposition syrienne qu'elle représente toutes les tendances, que les minorités soient présentes, que les femmes soient présentes. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait cette composante qui intègre tout le monde, mais à mettre ça systématiquement en avant toute autre chose, on s'interdit la possibilité de laisser aussi les Syriens entre eux la capacité à s'organiser. Et lorsqu'ils ont été un peu le pied au mur, il y a maintenant un peu plus d'1 an, lorsqu'ils se sont réunis à Riyad pour essayer de montrer un front plus uni dans les négociations qui s'ouvraient à Genève et même, dans moindre mesure, à Astana, ils se sont tous réunis à Riyad, en Arabie Saoudite, et toutes les composantes de l'opposition, à l'exception de Daesh, des groupes islamistes radicaux violents, se sont retrouvés pour se mettre d'accord sur une plateforme pour pouvoir justement présenter ce front uni de l'opposition pour négocier et essayer d'obtenir quelque chose. Ce qui est bien la preuve que si on les laisse un peu tranquilles aussi, en les aidant un peu, cette opposition est capable de s'organiser, est capable de discuter, même s'ils n'ont pas le même objectif à terme, ils ont le même objectif aujourd'hui qui est de faire tomber ce régime et de sortir de l'impasse de la violence dans laquelle se trouve la société syrienne. C'est ça aujourd'hui qui est la priorité de cette opposition, et même si on a tout fait, ou en tout cas on n'a rien fait pour l'aider, c'est le moins qu'on puisse dire, et je partage tout à fait ce qu'a dit Hamid à ce sujet. Je crois qu'il faut aussi respecter le fait qu'il ne faut pas forcément toujours plaquer cette capacité qu'on a de dire il faut que tout le monde soit représenté. Oui, bien sûr, il faut que tout le monde soit représenté, mais laissons-les, et sans être en permanence à exercer des pressions qui finalement aboutissent à l'inverse du résultat que l'on prône. Une réaction peut-être au prochain. Une autre question. Comment jugez-vous le processus d'Astana, et on voit actuellement que les zones de désescalade qui ont été mises en place se révèlent être un relatif échec. Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent, et notamment par rapport à cet axe Moscou, Téhéran et Ankara, quelles sont les perspectives qui peuvent s'ouvrir à ce niveau-là? Juste 2 mots peut-être pour dire que pour moi le processus d'Astana est le processus qui révèle le rapport de force aujourd'hui en Syrie, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un processus à Genève qui mettait au centre la communauté internationale, l'ONU, qui était dirigée par l'envoyé spécial de l'ONU. Aujourd'hui, les vraies négociations ne se passent plus à Genève, mais à Astana. C'est donc la conséquence du rapport de force sur le terrain et du fait que l'intervention russe sur le terrain à partir de 2014 a complètement renversé le rapport de force, et qu'aujourd'hui ce sont les Iraniens et les Russes qui sont à la manœuvre de la négociation, et que le fait qu'on n'ait pas pu s'associer au départ, je crois nous dans le processus mené par l'ONU, qu'on n'ait pas été plus vigilants dans l'intégration ou dans la négociation avec les Russes et les Iraniens a conduit à pas une faillite, peut-être que le mot est trop fort, mais quand même, j'ai envie de le dire, la faillite du processus de Genève qui a été relayée par le processus d'Astana, et qui démontre bien qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent essayer de faire quelque chose véritablement sur le terrain de la négociation, ce sont les Russes et les Iraniens, et à quel moment l'ONU va réussir à réintégrer ce processus pour permettre justement d'arriver à quelque chose. Mais un processus à Genève qui ne prend pas en considération
complètement la Russie et l'Iran est vouée à l'échec, comme les différentes négociations jusque-là l'ont démontré. Parce que qui a un moyen de pression sur Bachar el-Assad? Ça n'est sûrement pas l'ONU, ça ne peut être que les Russes et les Iraniens, ou les Iraniens et les Russes. On peut discuter de savoir quel est l'acteur qui a le plus de pouvoir sur Bachar el-Assad, mais en tous les cas, c'est pas l'ONU qui a le moindre moyen de pression sur ce régime. En revanche, les Russes et les Iraniens, eux, ont une capacité. Jusqu'où sont-ils capables d'aller? Et quelles sont les divergences aussi entre les Russes et les Iraniens? Parce que la question se pose aussi de savoir que pour l'instant, les deux veulent maintenir, soutenir la structure de l'État, de ce qui reste de l'État syrien, mais je ne suis pas sûre qu'à terme ils aient exactement les mêmes objectifs, et c'est aussi un élément à prendre en considération dans l'analyse d'Astana. Il est clair qu'actuellement, je dirais, nous sommes à un point bas, c'est le moins qu'on puisse dire, de la situation, avec un échec évident. L'opposition a perdu, l'opposition démocratique a perdu. Peut-être elle renaîtra. Elle se reprendra de la force, mais ceci va demander du temps. Il faut dire aussi que le processus de Genève, au départ, a tout de même péché par différents facteurs, et notamment le fait que les Russes n'étaient pas véritablement associés, le fait que l'Iran était tenu en écart. Je pense qu'il ne pourrait y avoir de solution en Syrie que lorsque tous les acteurs qui ont une influence en Syrie seront présents autour d'une table. Donc actuellement, c'est l'Occident qui est ostracisé. Les États-Unis, finalement, sous-traitent en quelque sorte le processus politique aux Russes, s'intéressent qu'à l'élimination, à l'éradication complète de Daesh, ne s'intéressent pas véritablement à la mise en place d'un processus politique, une solution politique en Syrie. Donc actuellement, on est un peu dans le brouillard. On ne voit pas encore les scénarios de sortie de crise qui s'amorcent. Je pense qu'à un moment ou à un autre, tout le monde sera convié autour de la table, parce que ni l'Iran ni la Russie n'est capable de reconstruire la Syrie, et qu'à un moment ou à un autre, il faudra que l'Union européenne revienne, mais à ces conditions. Et pour l'instant, ces conditions ne sont pas réunies, loin de là. Peut-être on y verra plus clair dans un an, dans 2 ans. La Russie ne tient pas, n'a pas les moyens, je dirais, d'imposer une solution politique, parce qu'elle est en rivalité avec l'Iran, il y a des désaccords fondamentaux entre eux, et parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Bachar n'est pas une marionnette, n'est ni une marionnette de la Russie, ni une marionnette de l'Iran, et qu'il joue son propre jeu, et que, entre les trois, le jeu sera sans doute très, très difficile. Pour aller vraiment exactement dans le même sens, mais je vous ai amené donc une citation de la Boétie, la servitude volontaire. La Boétie dit dans ce livre, il ne peut avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est l'injustice. Et entre les méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas une compagnie. Ils ne s'entraînent pas, mais ils s'entraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. Et on a l'impression qu'effectivement, depuis 2011, on voit ce jeu de complicité qui est à la fois efficace, cynique, cruel, et en même temps qui se modifie considérablement à chaque moment de conflit. La Turquie, il y a 2 ans, détruisait un avion russe. Aujourd'hui, la Turquie a capitulé devant la Russie parce qu'il veut effectivement écraser le Kurdistan qui émerge. Et de l'autre côté, on voit que la Turquie et l'Iran continuent à se tirer dessus d'une manière ou d'une autre. Entre la Turquie et l'Iran, officiellement maintenant il y a une entente, mais derrière cette entente, on sait effectivement que les 2 acteurs ont joué un rôle considérable dans la professionnalisation du conflit. L'Iran en apportant son soutien à Bachar el-Assad, et la Turquie en soutenant finalement presque ouvertement l'État islamique. Et donc entre l'Iran et la Russie, je suis tout à fait d'accord avec Denis, les choses ne vont pas du tout très fort. Et Bachar el-Assad, effectivement, juste pour vous donner une idée, on estime que la communauté alawite a perdu 100 000 hommes à l'âge de procréer. Donc la force créatrice de cette communauté, qui est 2 millions, qui s'élève à 2 millions et demi, donc de personnes, s'est arrêtée.
l'Iran ne regarde pas d'un bon œil l'arrivée de ces dizaines de milliers de miliciens chiites de l'Afghanistan, de l'Irak, etc. Donc j'ai l'impression qu'effectivement on est dans l'incertitude. Le jeu qui était valable il y a un an n'est pas valable aujourd'hui. Le jeu qui est valable aujourd'hui ne sera pas valable dans 3 mois. Mais là aussi, je crois que quand vous regardez les conflits de 79 à 80 et quand vous regardez les autres conflits que j'ai mentionnés, la guerre de Péloponnèse ou la guerre des 30 ans, vous êtes vraiment dans cela. Dans tout cela, ce qui est vraiment très tragique aussi, on voyait déjà ça dans les années 80, c'est le système international, le système monde a perdu sa capacité d'arbitrage. Et bien avant la fin de la guerre froide. Et non pas parce que l'Union soviétique avait occupé l'Afghanistan. Donc avec la révolution iranienne et avec la montée en puissance de Saddam Hussein en Irak, avec le coup d'État de Hafez al-Assad en 1970, on a l'impression que les acteurs locaux ont gagné une immense autonomie par rapport au système international, sans pouvoir maîtriser le jeu de cette autonomie, tout en se fragmentant et tout en prenant des risques considérables, y compris pour leur santé. Et dans une telle évolution, dans un tel cycle infernal, il est très très difficile de trouver d'arbitre, d'où la nécessité, je crois que Agnès, tu as raison, on ne peut pas faire l'économie d'un citoyen, d'une conscience citoyenne. C'est lourd, je crois qu'on n'en est pas du tout là. Est-ce que la société syrienne va survivre à l'horizon de 2020? Ce n'est pas dit, mais je pense qu'effectivement, plus on a retardé ce moment d'invention, de ce moment de fabrication de citoyens, de ce moment de citoyen qui défend sa propre cité démocratique, plus effectivement on va aller dans le sens de fragmentation et de destruction. Mais justement, par rapport au manque d'arbitrage dont vous parliez tout à l'heure de la part des relations des organisations internationales, est-ce qu'on ne peut pas justifier d'une certaine manière ce manque d'arbitrage par le fait que ces États en réalité sont tout récents et que tout État a besoin peut-être de la force avant pour s'affirmer et avant peut-être de recevoir un quelconque arbitrage de la part des organisations internationales? C'est pas mon opinion personnelle, mais c'est une question que je pose. Alors je vous recommande peut-être la lecture d'un livre de Ghassan Salamé qui date de 1994 et le livre s'appelait Appel d'Empire. Appel d'Empire parce que pour Ghassan Salamé, les empires ne se créaient pas uniquement parce qu'il y avait une dynamique de conquête, élargissement par la conquête, mais dans certains cas aussi par la volonté des peuples tout simplement de ne pas être livrés à des petits tyrans, à des petits autoritaires. Donc on peut dire qu'effectivement, là je ne défends pas l'empire, donc pas du tout, mais on peut parfaitement dire que dans certains cas, les fragmentations internes sont telles, et ces fragmentations, une fois de plus, ne s'expliquent pas uniquement parce que ces États sont récents. Voilà, effectivement, ces États ont été créés dans les années 1920 ou 30, mais en 1940, on était dans une lutte citoyenne ou démocratique en Irak ou en Égypte. Donc voilà, bien entendu, la gauche a fait ses propres folies, on le sait, la gauche a échoué, il l'a très très bien montré, mais certainement on n'était pas dans une perspective de la guerre civile ou de l'effondrement total de la société. Et donc je crois que lorsqu'il n'y a pas cette dynamique interne pour pouvoir produire de la cohésion sociale, sans doute il faudrait quand même qu'il y ait une intervention qui vient de l'extérieur. Le problème, c'est que l'Europe est un homme politique, l'Europe est totalement absente dans la région, et les Américains, quand ils interviennent, c'est pour produire beaucoup plus de catastrophes qu'on ne peut l'espérer. La guerre d'Irak, c'était ça, et quand ils n'interviennent pas, comme Obama, à partir de 2011, c'est encore catastrophique. Donc à la fois l'interventionnisme est catastrophique et le non-interventionnisme est catastrophique, en très très décalé. Mais il est évident qu'à un moment donné, la communauté internationale a aussi ses responsabilités. C'est la problématique de Freud. Hein. Donc voilà, effectivement, le malaise dans la civilisation, ce n'est pas le malaise dans la civilisation en Allemagne. Le malaise dans la civilisation, c'est le malaise dans la civilisation, dans l'humanité d'une manière générale. Et lisez les ouvrages, par exemple, les travaux de Pierre-Philippe Reims-Mois sur la violence. Il y a une très belle phrase, il dit « Quand la violence règne ailleurs, elle règne encore ». C'est-à-dire, effectivement, elle peut être décalée dans l'espace, mais elle est synchrone, elle est dans notre temps. Et d'ailleurs, la non-intervention a des résultats catastrophiques, on le sait aussi, et bien maintenant c'était aussi ça. Et de même, notre flirte avec l'Iran va pouvoir produire d'autres types de catastrophes, d'autres types de violences,
les attentats de Paris en 1986, eh bien non, là, c'était pas les sunnites. Donc voilà, c'était une dynamique. Peut-être juste un mot. Juste un dernier mot sur la communauté internationale et sur les États-Unis. Rappelons quand même les événements de août 2013 en Syrie. Je crois que c'est quand même là un événement qu'il ne faut pas oublier aussi pour comprendre ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. C'est le fait que l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad avait suscité une réaction de la part à l'époque de Obama en expliquant que s'il était avéré que le régime de Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques, il y aurait une réaction. Or, il n'y a pas eu de réaction puisque Obama, à ce moment-là, a reculé et donc il n'est pas intervenu. Là, il ne s'agit pas pour moi de dire s'il fallait ou non intervenir. Simplement, ce que je veux dire, c'est que quand une parole a été prononcée par un chef d'État et pas le moindre, le chef de la première puissance internationale, lorsque celui-ci dit quelque chose et ne le fait pas, c'est catastrophique en termes de conséquences. Et j'ai coutume de dire qu'à ce moment-là, il a accordé un permis de tuer à Bachar el-Assad, puisque Bachar el-Assad savait qu'à partir de là, à ce moment où il avait dit qu'il interviendrait s'il y avait utilisation d'armes chimiques, ça a été prouvé et il n'est pas intervenu. Assad savait qu'à partir de là, il pouvait faire absolument ce qu'il voulait, qu'il n'y aurait jamais de réaction de la communauté internationale. Et ça a été aussi un tournant dans le conflit syrien. Et encore plus grave, l'absence de crédibilité totale de cette parole américaine qui est quand même un acteur essentiel sur la scène régionale et internationale. Une note à donner, et quelques mois après, Poutine est intervenu en Ukraine, en 2013. Donc voilà, lorsque la cité démocratique est lâche, l'antidémocratie se renforce. On l'a vu avec la guerre de l'Espagne, 1936, la France et l'Angleterre ont été lâches, et bien Hitler non. On va passer à un autre chapitre de notre discussion. On va aborder la question kurde. Rapidement, donc, les Kurdes s'étendent sur 4 pays, sur l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Pensez-vous qu'ils partagent un certain nombre de points communs qui pourraient laisser prétendre à la formation d'un État kurde à cheval sur ces quatre États, en rappelant également que le traité de Sèvres en 1920 prévoyait la création d'un territoire autonome avec ses populations. Qu'en pensez-vous? Quel est votre jugement par rapport à ça? Oui, les Kurdes, effectivement, c'est le sujet important, sujet sensible, sujet sans doute, comme beaucoup d'autres sujets au Moyen-Orient, insoluble. C'est un sujet qui perdure depuis des siècles. Les Kurdes sont sur le territoire qu'ils occupent actuellement depuis des siècles. Certains pensent que dans l'Antiquité, ils s'appelaient les Mèdes. Je ne sais pas si ceci est vrai. Donc c'est un peuple qui était là, très présent, et qui effectivement n'a jamais n'a pu constituer ni un empire ni un État. Actuellement, la population kurde représente à peu près 30 millions d'habitants, dont à peu près la moitié qui occupe le sud et l'est de la Turquie, l'autre moitié se répartissant en Syrie, en Irak et en Iran. Effectivement, quand l'Empire ottoman s'est écroulé, il a été question de créer un État kurde. Et c'était prévu par le traité de Sèvres, qui est un traité qui date de 1921 et qui n'a en fait jamais été appliqué parce qu'un général vaincu de l'armée ottomane, le général Atatürk, a repris les armes et a fait en sorte de débarrasser la Turquie d'un certain nombre de troupes qui s'y trouvaient, y compris des troupes italiennes, des troupes françaises, etc. Et donc le traité de Sèvres n'a pas été appliqué. De même que le traité de Sèvres prévoyait la création d'une Arménie qui n'a jamais vu le jour. Ou plutôt qui a vu le jour, mais sous une forme un peu tronquée et intégrée ensuite dans l'Union soviétique. Et maintenant, donc, c'est un État indépendant, mais qui ne représente pas, je dirais, la zone de peuplement historique des Arméniens.
pourquoi les Kurdes n'arrivent-ils pas je dirais, à affirmer leur existence à travers une entité étatique ou autre, autonome ou indépendante? Je crois qu'il y a de nombreuses raisons. D'abord parce que je pense que c'est lié aux structures traditionnelles très fortes qui demeurent, à caractère féodal, qui demeurent dans la plupart dans l'essentiel de la société kurde. Le fait qu'un certain nombre de Kurdes, je dirais, ont joué la carte du pays dans lequel ils se trouvaient, et beaucoup d'ailleurs ont émigré dans la région d'Istanbul, dans l'ouest de la Turquie, ont perdu un petit peu leurs racines. Le fait que cette division est non seulement féodale, mais également idéologique, avec certains mouvements kurdes extrêmement violents, comme le PKK. Et une des raisons d'ailleurs du problème qui existe actuellement en Syrie, c'est que le PYD est en fait une émanation du PKK. Il y a un va-et-vient entre le pays et les responsables du PYD et les responsables du PKK, ce qui fait qu'effectivement, aux yeux des Turcs, mais également aux yeux de beaucoup de pays, le PKK est considéré comme un groupe terroriste. Finalement, les seuls Kurdes qui jusqu'à maintenant ont réussi, à la suite de circonstances diverses, à se créer un semblant d'État, ce sont les Kurdes irakiens, donc un Kurdistan, qui, mais je dirais, grâce essentiellement à l'intervention militaire de 1990-91, l'intervention déjà contre Saddam Hussein, mais qui avait été faite sous les auspices des Nations Unies et avec une coalition certes menée par les Américains, mais qui était, je dirais, qui avait été mieux guidée sur le plan juridique, et qui avait prévu en particulier que l'existence d'un Kurdistan autonome qui bénéficierait du tiers à peu près des ressources pétrolières de l'Irak, et qui avait été en quelque sorte construit pour affaiblir Saddam Hussein. Et finalement, ce Kurdistan arrive à survivre. Il a essayé, comme vous le savez tout récemment, à la suite d'un référendum, de devenir indépendant, puis ceci a tourné court compte tenu de la brutalité de la réaction du gouvernement irakien. Il se trouve aussi que les Kurdes irakiens sont eux-mêmes divisés, avec une branche effectivement Barzani, conduite par Barzani, qui est un grand féodal dont le père était déjà de génération en génération. Ils se sont, je dirais, battus contre le gouvernement central à Bagdad, avec plus ou moins de succès. Donc d'un côté Barzani, et de l'autre côté une autre branche qui était menée par Talabani, qui vient de mourir, et qui, lui, est assez proche de l'Iran et n'a pas joué la carte de l'indépendance. Bon, pour l'instant, ce Kurdistan irakien arrive à survivre, mais on peut douter beaucoup qu'un Kurdistan plus large puisse se créer dans un avenir proche. Est-ce qu'un Kurdistan syrien va se créer? Le nom, l'appellation a été le Rojava. Ce sera assez compliqué pour différentes raisons. D'abord, contrairement à ce qui se passe en Irak, la population kurde du nord de la Syrie est une population qui habite dans des enclaves successives. Il n'y a pas de continuité kurde d'est en ouest, de la frontière irakienne jusqu'à la Méditerranée. Donc c'est une succession, si vous voulez, d'enclaves avec, entre ces enclaves, une population arabe. Donc les Kurdes ont joué un rôle important dans la lutte contre Daesh. Et ils ont montré une vraie efficacité. Ils ont été armés en particulier par les États-Unis. Ceci étant, ils sont sous la surveillance de la Turquie. Et il est clair que le président Erdogan, mais je pense que ce serait vrai de n'importe quel président turc,
fera tout pour empêcher la création de ce Kurdistan syrien, d'autant plus qu'effectivement que ce Kurdistan syrien, que ces Kurdes syriens sont dirigés par un pays, le PKK, qui, comme je le disais, effectivement, il y a étroitement bandes au PKK, donc jugés terroristes par un certain nombre d'États, y compris d'ailleurs la France. Voilà où nous en sommes. Donc, je pense que le combat des Kurdes, c'est surtout, par-delà une indépendance peu probable, d'affirmer leur identité. Ils ont réussi avec un certain succès en Irak, en Iran, avec moins de succès en Turquie, bien qu'à un certain moment on a pensé qu'il pouvait y avoir effectivement un processus de paix, puis finalement celui-ci a tourné court. Mais je crois que c'est effectivement le seul objectif réaliste qui puisse poursuivre les Kurdes, me semble-t-il, actuellement. Juste peut-être une question un peu plus précise sur les forces démocratiques syriennes, donc sur les Kurdes présents dans le nord de la Syrie, qui essaient actuellement de mettre en place un modèle de gouvernance locale avec des conseils locaux et une inclusion la plus large possible des différents acteurs. Est-ce que donc récemment l'administration américaine a confirmé la création d'une force frontalière de 30 000 hommes, ce qui est assez important, et qui officiellement donc est destinée à aider les Kurdes du nord de la Syrie à combattre Daesh. Comment voyez-vous cette intervention en quelque sorte américaine, donc il s'agit bien d'une intervention américaine, et surtout la grogne turque monte. Qu'en sera-t-il dans les semaines à venir et que peut faire la Turquie? Non, là, je ne ferai vraiment pas de prédiction, parce que c'est, je veux dire, quand vous voyez, ne serait-ce que l'évolution de ces dernières années au Moyen-Orient, donc voilà, effectivement, au mois de mai 2011, il y avait 300 morts en Syrie, on était catastrophés, comment effectivement, 20 ans après le massacre de Hama, on peut assister à de tels massacres. Aujourd'hui, on est, voilà, au moins 500 000 avec des disparus. Et puis on a 12 ou 13 millions de déplacés ou réfugiés. Donc la prédiction est extrêmement difficile. Mais pour le reste, je dirais que peut-être qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Il y a à la fois une division kurde, des Kurdes, et je crois qu'effectivement, au-delà des divisions, disons, ethniques, linguistiques, confessionnelles, etc., qui auraient pu exister et qui existent partout au Proche-Orient, il y a le facteur État. Donc effectivement, le fait d'être divisé entre 4 États signifie voilà, d'être dépendant de 4 capitales, d'être dépendant de 4 traditions politiques, 4 histoires. Ibn Khaldoun, le penseur du XIVe siècle, disait que les peuples vaincus n'ont pas d'histoire, ils appartiennent à l'histoire de leur maître. Donc voilà, et la lutte kurde est en quelque sorte aussi cette lutte de sortir de cette subordination pour avoir leur propre histoire. Donc il y a cette division, et de l'autre côté, il y a une unité symbolique qui s'est créée très très tôt, dès les années 1920 ou 30, une grande partie finalement des symboles de mouvements turcs, que ce soit le drapeau, la lecture de l'histoire, la géographie, l'imaginaire géographique, etc. sont là. Et donc je pense que la question kurde va très probablement pour les années à venir encore être dépendante de ces deux facteurs, donc d'un côté effectivement une fragmentation et de l'autre côté l'unité. Et chaque parti kurde va essayer d'utiliser, disons, son appartenance à l'espace du Kurdistan d'une manière générale, en même temps pour renforcer sa place dans son état territorial. Et mis à part les Kurdes irakiens, les autres Kurdes, pour le moment, ne demandent pas la création d'un État. Cela est très clair, par exemple, dans le cas du PKK, parce que le PKK, effectivement, est dans une logique anarcho-marxiste dans la tradition de Moulay Boukman, et pour lui, il s'agit beaucoup plus de permettre les représentations directes à la base, plutôt que de créer un État. Le pays des Grecs est dans la même logique, et sans doute les Kurdes iraniens n'iront pas au-delà de la demande de fédération. Alors pour le reste, un deuxième point me paraît très important. Durant le XXe siècle, à partir de précisément la division de l'Empire ottoman, il y avait 4 capitales qui déterminaient l'évolution de la question kurde. Bagdad, Damas, Ankara et Téhéran. Et aujourd'hui, il y a un très net affaiblissement et de Bagdad et de Damas. Y compris par exemple à Bagdad, au Kurdistan d'Irak, ce qui s'est passé récemment, l'intervention des forces irakiennes, c'était pas de l'armée irakienne, puisque ne nous trompons pas, il n'y a pas d'armée irakienne. Les 950 000 militaires irakiens se sont dissous en 2014, alors qu'ils avaient un budget de 19 milliards de dollars. Il s'agit d'une quarantaine de milices chiites
qui sont directement gérés par Qasem Soleimani, le chef des pasteurs. Et aujourd'hui, Damas n'a pas la capacité non plus d'intervenir. En grande partie, le conflit dans ces deux pays, le conflit kurde en Irak et en Syrie, est devenu un conflit déterminé en grande partie par la Turquie et par l'Iran. Et donc, du coup, dans l'alliance ou dans les compétitions, dans la guerre froide qui les a opposés pendant des années, on a l'impression qu'effectivement, on est retourné à l'époque impériale, plutôt qu'à l'époque, disons, du XXe siècle, qui a vu la création des États. Un troisième point qui me paraît très important, c'est que vous avez posé effectivement cette question de modèle de gouvernement local du pays des Grecs. C'est un modèle à la fois très attirant, et en même temps, c'est un modèle qui n'aboutit pas à une démocratie complète. C'est un modèle qui a déjà été discuté dans la tradition marxiste, les austro-marxistes, mais là, je parle en tant que vieux, les austro-marxistes des années 1920, 1910-1920, parmi lesquels Renner et Bauer, etc., avaient déjà proposé la question de la résolution des conflits ethniques ou nationaux par la représentation directe et les autonomies culturelles. Par la suite, effectivement, dans la tradition marxiste, il y a eu, outre anarchiste, il y a eu aussi énormément de débats. Et aujourd'hui, pour le PKK, ce qui est important, et pour le pays des Grecs dans la continuité, ce qui est important, ce n'est pas de créer un État, mais de permettre une représentation directe des populations, à tous les niveaux. Et donc, par ce biais-là, à la fois résoudre la question nationale et surmonter l'État qui s'appelle l'État. C'est attirant, et de l'autre côté, pour qu'il puisse y avoir, pour que ce modèle puisse déboucher sur la démocratie, il faut supprimer l'hégémonie. Et comment on peut supprimer aujourd'hui l'hégémonie? L'hégémonie ne peut être supprimée que par un pluralisme politique, tout à fait confirmé, alors que dans le Kurdistan syrien aujourd'hui, on n'a pas de pluralisme politique. On a une représentation directe, mais cette représentation directe ne signifie pas le pluralisme. La démocratie, c'est la coexistence simultanée de dissensus et de consensus. Voilà, si on dissout le dissensus, dans ce cas-là, effectivement, on débouche sur l'hégémonie. Et aujourd'hui, le modèle doit être perfectionné pour permettre non seulement le consensus, mais aussi le dissensus. Et ce dissensus doit être d'abord intra-kurde. Donc, effectivement, reconnaître la pluralité de l'espace kurde. Rapidement, on va devoir passer là. Voilà. Et 30 000, effectivement, ces soldats, voilà, effectivement, c'est une force qui est en train d'être constituée par les Américains. Aujourd'hui, il y a cette circonstance assez unique et exceptionnelle d'une entente russo-américaine. Pour le moment, tout peut changer demain pour préserver les enclaves kurdes. Est-ce que cela va continuer? Est-ce que la Turquie va intervenir? On attend effectivement une intervention turque imminente promise par le président. Quel sera le prix? On sait qu'effectivement, depuis un an, les Kurdes d'Afrique, parce que l'intervention aura lieu dans cette enclave très loin des autres enclaves, on sait qu'effectivement, depuis un an, la Turquie annonce cette intervention et les Kurdes d'Afrique ont très probablement préparé la défense. Est-ce qu'on va assister à une guerre urbaine extrêmement lourde et coûteuse? Par rapport à tout ça, je reste pour le moment assez, je suis dans l'obscurité. Restons circonspects. La première partie nous aura pris un bon moment, comme vous l'aurez vu. On va maintenant